Start recording. Je retourne sur mon storage et là, vous voyez que vous avez ici vers le bas la partie file share. Donc la partie file share va être ici, donc file service. Là on est en fichier et là je vais pouvoir créer ici un file share. Je peux l'intégrer à de la D si je veux, etc. Tout, hein. Donc là par exemple, je sais pas, je l'appelle Office. Je sais pas, on va mettre 100 Go par exemple. Et je crée ici mon file share. Donc là, ici, j'ai bien mon share. Et là, je vais pouvoir uploader les documents. Donc par exemple, si je veux uploader, imaginons les PowerPoint de la formation. Je peux prendre, je sais pas moi, ceux-ci par exemple, les premiers. Et là, ça m'upload en fait compte mes documents ici sur du file share. Donc là, par exemple, c'est les documents PowerPoint. Donc je vois qu'il m'en a mis plusieurs. Je peux changer mon tiering si je veux à n'importe quel moment. Même principe. Je peux éditer mon quota. Je peux faire des snapshots, des backups. Et puis, je peux me connecter dessus. Donc, par exemple, ici, je suis sur une machine Windows. Soit je me connecte à travers mon storage account key, soit à travers l'AD. L'AD, ça utilise effectivement mes comptes en AD. Mais sinon, ici, je vois qu'il me crée ici ce code. J'ai plus qu'à prendre ce code-là et par exemple me dire, bah, tiens, je voudrais le lancer dans un PowerShell. Donc je tape ISE. Vous pouvez évidemment scripter tout ça, hein, et à l'intérieur de là, dans mon ISE, hop, je vais aller mettre mon code. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va tester déjà si l'accès est ouvert. Et je crois que j'en ai déjà qui sont ouverts. NetUse, non, c'est bon. Et là, par exemple, je vais dire, tiens, je vais mettre la lettre P. Et dans ce cas-là, si j'exécute mon script complet, je vois qu'il va monter l'accès à mon file share à travers la key. Vous savez, c'est la key qui permet de me connecter, oui, authentifier sur mon share. Et donc, si je lance mon script complet, là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va me créer une lettre P. Vous voyez, donc là, il essaie de se connecter sur mon file share. Et là, après, dans quelques secondes, j'aurai ma lettre P. Et à travers ma lettre P, je vais pouvoir, en fait, accéder à mes shares. Après, j'ai juste à ouvrir, par exemple, mon Word, mon Excel, etc. tout, et puis sauvegarder dessus. Donc là, si je fais un P2 points, ben, j'accède à mes fichiers. Aussi simplement que ça, j'ai la possibilité de donner l'accès à des personnes qui sont en télétravail, par exemple. Et après, si je veux aller dans mon PowerPoint, je peux très bien faire un file save as, save copy, par exemple, de celui-ci. Et dans ce cas-là, j'ai juste à faire browse et récupérer ma lettre P qui s'affiche ici. Au niveau de mon ici, donc au niveau de mon ordinateur. Ici, je devrais avoir la lettre P qui s'affiche ici. Donc directement accessible depuis mon application. Le fait que ce soit persistant fait qu'il va rester évidemment, même si je reboot mon poste. Et ça, je peux le faire à partir de quoi? À partir de soit quand je me connecte, je peux me connecter à travers Linux à macOS. Donc ça, c'est hyper simple. De pouvoir en fait faire du file share et de me connecter. Alors ça sert vraiment dans un cas de figure où une personne en télétravail a besoin de sauvegarder ses documents ici sur un file share. L'intérêt principal du file share, c'est ce qu'on appelle le Azure File Sync. Vous avez déjà utilisé cette option-là, ou vous avez fait du POC, ou vous avez essayé le File Sync? Ok, ok. Donc le principe c'est quoi? C'est de se dire que tu as ici le Azure File. Donc Azure File, c'est un service sur le cloud, Azure File. Et tu as ici un serveur de fichiers on-premise. Donc là, c'est un serveur Windows, par exemple, Windows 2016 ou 2019. Donc tu vois, là, c'est un serveur Windows 2016, etc. tout. Et puis, je vais pouvoir synchroniser tous mes documents vers ces serveurs-là. De telle façon que les utilisateurs qui sont ici vont pouvoir accéder à leurs documents directement à partir d'un serveur de fichiers local. Okay, donc c'est très intéressant pour du branch office backup, file archiving, etc. tout.
pour que ça fonctionne, comment on doit faire? Eh bien, on a plusieurs éléments. On a d'abord le Storage Sync Service. Le Storage Sync Service, c'est un service. Donc, dans Google, dans Azure, je tape Storage Sync Service. Et lui, c'est lui qui va faire du sync entre, évidemment, mon storage, ici, et un agent qu'il faut que j'installe. Ça veut dire que le serveur on-premise, je parle bien d'un serveur on-premise ici, eh bien, je vais l'enregistrer. Comment est-ce que je vais l'enregistrer? Grâce à un file sync agent. Donc, c'est un programme que vous téléchargez et que vous installez sur ce serveur on-premise. Ensuite, vous allez devoir créer ce qu'on appelle des service endpoints. Service endpoint, ça représente une location logique vers un folder, par exemple. Donc, les service endpoints ici, je vois que c'est un endroit entre le folder et le serveur qui est enregistré. Et ensuite, effectivement, je vais créer mes accounts sync group, qui est un lien entre des folders que j'ai sur mon serveur de fichiers et mon cloud endpoint, qui correspond effectivement à mon storage qui se trouve sur le cloud. Le step, c'est je déploie donc d'abord le sync service. Donc je vais dans Home, je tape déploie storage sync. Là, je mets les informations. Je download l'agent. D'accord. Donc il va downloader un fichier dans lequel j'aurai les informations de mon ressource group. Et ensuite, j'enregistre mon serveur. Et à partir de là, effectivement, il va synchroniser automatiquement toutes mes files entre mon serveur de fichiers et donc le Azure File Sync. Dernière petite information sur la partie Storage Overview. Donc on a évidemment le Storage Explorer, je vous ai déjà parlé de ça. On a les services d'import-export, donc c'est là où vous recevez par DHL ou FedEx un disque, soit une machine, un disque, enfin il y a plusieurs databox. Et c'est envoyé à Azure. Import, c'est pour importer. Export, c'est quand vous quittez, par exemple, imaginons, vous voulez récupérer toutes vos données, parce que vous voulez passer, je sais pas, revenir en premise, vous passez chez AWS ou GCP. Dans ce cas-là, on parle d'export. Donc ça, c'est les services d'import-export. Voilà la databox. On a plusieurs databox. On a le databox Heavy. Gateway, c'est une virtual appliance, ou le Edge, c'est une physical appliance. Et ça permet en fait de pouvoir donner vos données et les récupérer et les envoyer sur Azure. Quand vous avez beaucoup de données à envoyer, évidemment, et que à travers le réseau ça vous prend trop de temps, eh bien vous pouvez utiliser la Databox. Databox, c'est une appliance que vous commandez. Et ça coûte, je crois, 300 €. L'autre solution, c'est AZCopy. AZCopy, c'est une ligne de commande qui vous permet, pareil, de copier des fichiers entre, je sais pas moi, un service on-premise vers justement un cloud file. Et dans ce cas-là, la ZCopy, ça vous permet de télécharger la ZCopy. Et c'est une ligne de commande qui vous permet de copier des fichiers entre je sais pas, un endroit que vous avez on-premise vers le cloud. Donc c'est une ligne de commande qui s'appelle AZCopy. Voilà, donc tout dépend de ce que vous voulez faire. Imaginons que vous avez, je sais pas, des données très importantes. Et tout dépend du network. Si vous êtes en low network, on utilise plutôt du import-export parce que on a un problème et qu'on ne peut pas aller copier, je sais pas, vous avez 10 Tera de données et vous voulez les copier sur Azure, forcément, vu que la bande passante est très légère, je ne vais pas mettre 3 ans pour copier mes données. Dans ce cas-là, je vais utiliser des solutions de type import-export. Si par contre j'ai entre 1 et 100 GB, je peux utiliser la ZCopy, pourquoi pas. Modéré, c'est import-export. Et low ou modéré, pour des petites données, ça peut être simplement de la ZCopy ou du Storage Explorer. Donc vous voyez que finalement tout dépend de la bande passante que vous avez. Est-ce que la bande passante est réduite ou pas? Si vous avez une bande passante hyper puissante comme du 100 GB avec l'ExpressRoute par exemple, et bien dans ce cas-là, tu peux utiliser la ZCopy pour copier tes données. Mais en général, quand vous avez énormément de données, vous utilisez en général le service d'import-export qui permet d'aller préparer tout ça et d'aller l'envoyer chez Azure. Juste que je vous montre un peu la databox, mais je pense que je vous l'ai montré la dernière fois. Si je vais ici, je tape Azure Databox.
Databox ici. On voit à quoi ça correspond, hein. Donc ici, il y a plusieurs types de Databox. Alors, on les voit bien les trois ici, parce qu'on a la Databox, Databox Disk et Databox Heavy. Donc ici, vous recevez c'est comme un ordinateur, hein, donc c'est un truc assez gros, hein. Donc vous voyez la taille un peu du truc, hein, et là, vous vous connectez, c'est encrypté automatiquement par un de vos clés d'encryption S256 bits. Il y a de l'empreinte digitale, etc. Tout. La Databox 10, c'est un disque compatible Azure. Donc, il suffit d'avoir un disque, vous l'envoyez par DHL FedEx. Et Databox Heavy, c'est un truc énorme pour les grosses volumétries. Vous voyez, donc tout dépend de la taille de ce que vous voulez transférer chez Azure. Vous avez plein de démos sur, vous voyez, qu'est-ce que c'est qu'une databox, ce qu'il y a derrière au niveau MGT data, comment vous connectez derrière avec du câble, RJ45, etc. Tout. Donc si vous êtes intéressé de savoir comment ça fonctionne, vous avez plein de petits démos sur YouTube, comment utiliser cette databox. Très utilisé par exemple Vim Backup utilise ça aussi, quand vous devez backuper les données sur la databox. Ça peut être intéressant pour des stations pétrolières ou des stations offshore, où évidemment vous n'avez pas de backup, et vous les backupez tout, et ensuite il suffit de prendre la databox, la récupérer par hélicoptère, ou une fois que vous êtes à terre, vous prenez la databox et puis vous la connectez à Internet et vous envoyez tout sur Azure. Donc très utilisé dans un contexte de pétrole offshore, plateforme pétrolière, etc. Tout. Oui, import, oui, les deux. Oui, 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 toutes vos données. Oui, oui, oui. Import-export. Import, c'est quand tu envoies, et export, c'est que tu veux quitter Azure, par exemple. Ou tu veux récupérer tes données, par exemple. Bien entendu. Donc là, tu as aussi la possibilité d'utiliser ça. Alors vraiment, c'est un petit disque ici, tu vois, quand tu n'as pas beaucoup de données, mais pourquoi pas, hein, sur ton poste. Voilà, donc tu vois, tu peux mettre plusieurs disques comme ça, Databox, tu vois. Donc tu as une valise avec plein de disques. C'est utilisé par exemple dans des endroits de guerre ou je sais pas quoi, ou des endroits avec, voilà, c'est complètement coqué au magnésium, etc. Protégé, anti-choc, etc. Voilà, donc il y a vraiment des cas de figure où on l'utilise, hein. Vous voyez, militaire ici, ça c'est très utilisé dans le monde voilà, l'armée utilise ce genre de choses. Sur le terrain, quand ils ont besoin de faire l'analytique ou avoir des systèmes, voilà. Donc il y a tout type, hein, c'est vraiment assez général. Chaque cas de figure est différent, donc voilà. Ok. On va maintenant passer à, vu qu'on a vu la partie storage, hein, d'une façon générale, on va maintenant passer à la partie machine virtuelle. Alors cette partie-là, elle est assez, c'est une des plus, disons, easy, parce que bon, créer une machine virtuelle et des choses à savoir sur la partie machine virtuelle. Donc je vais vous partager ça. Juste arrêter ça. Ok, hop, hop. Alors, on va charger, je vais charger donc les informations sur la partie machine virtuelle. Je vais juste fermer ça. Tac. Donc là, on était au module 7 et on va aller sur le module 8. Donc, on va parler donc des machines virtuelles, on va parler un petit peu de Docker. Donc, machine virtuelle, je vous dis, c'est franchement pas compliqué du tout. C'est l'un des services les très utilisés aujourd'hui dans le monde quand les gens veulent passer par de VMware, Hyper-V vers Azure. Ben voilà, c'est la partie machine virtuelle. Donc ça devient le plus classique, hein, c'est le service le plus ancien qui existe aujourd'hui, hein. C'est la gestion des machines virtuelles. Alors, quelque chose qui provient de la Z900. Ce tableau-là, il résume d'une façon impeccable les différents services et qui est responsable de quoi. En vert, c'est vous êtes responsable, et en bleu, c'est Microsoft qui s'occupe de ça. Donc si vous êtes entièrement on-premise, vous devez vous occuper de tout. C'est-à-dire vous devez évidemment acheter du SAN, du NAS, acheter vos switches, vos routeurs, avoir vos serveurs physiques, acheter VMware ou Hyper-V, installer l'operating system, installer tout ce qui est accès runtime, donc du .NET, etc. Tout par exemple, ou un environnement PHP, installer vos applications, et vous devez dire comment accéder à vos données. Ah, ça c'est vraiment du private cloud. Ok. Et puis vous décidez de passer sur du cloud. Dans ce cas-là, on parle de IaaS. Là, c'est une formation IaaS. Et PaaS. Un peu de PaaS, beaucoup de IaaS. Et ça, c'est évidemment d'autres formations, c'est hors cours, SaaS.
Quand vous êtes un... C'est ça. Ouais. Ou les pizzas, ou tu sais, quand t'invites des gens, tu sais. Exactement. Tu sais, il y a un tableau avec des pizzas d'ailleurs, c'est assez marrant. YAS, donc, Microsoft vous apporte évidemment le data center, les switches, les câbles réseau, le cooling, enfin tout ça. L'accès physique à vos serveurs, et vous devez gérer tout ce qui est en vert. Au niveau du pass, ça c'est top, parce qu'en pass, il y a des machines virtuelles qui tournent, mais vous ne les voyez jamais. C'est-à-dire que si vous faites de l'app service, un site web, il faut bien que ça tourne quelque part, hein. Ou une base de données SQL, vous pouvez l'utiliser en tant que pass. Ça veut dire qu'au lieu de vous faire chier à créer une machine virtuelle et installer SQL dedans, et à l'updater, mettre à jour, le patcher, non, c'est Microsoft qui s'en occupe. Dès que Microsoft doit s'occuper de modifier le pass, il vous envoie un mail en disant voilà ce qu'on va faire, nous allons modifier le pass, voilà ce qu'on va faire, ils vous tiennent au courant. Par exemple, on va maintenant mettre un nouvel environnement de PHP, la version, je sais pas, 8, 9, etc. Donc voilà, il va vous dire s'il y a des conséquences par rapport à ce que vous avez. Vous devez donner ça aux devs, les devs doivent être au courant de ce qui va se passer. Ils vont dire, oh là là, attention, non, je voudrais postponer la mise à jour. Donc vous voyez, donc ça, Microsoft est très clair par rapport à ça. Ils vous disent ce qui se passe, comment ça se passe. Donc vous n'êtes pas genre, allez hop, il patch et il n'y a plus rien qui fonctionne, hein. Non, non. Évidemment, vous avez le temps de tester. Et en SaaS, bon ben voilà, vous avez bien compris que là, c'est Microsoft qui s'occupe de tout. S'occupe de OneDrive, d'Exchange, de Teams, mais vous devez évidemment avoir vos données et donner l'accès à vos données, évidemment, et les protéger. Ça, c'est, mais le SaaS, c'est la totale. Alors, ça, je pense qu'on a créé beaucoup de machines virtuelles, donc je pense que c'est assez clair pour vous. C'est comment est-ce que vous créez une machine virtuelle? Vous devez d'abord créer le VNet. Donc le best practice, c'est d'abord créer le VNet. Vous vous souvenez que le mieux, c'est pas... Parce que quand je crée ma machine virtuelle, il me propose de créer un VNet, mais j'aime pas ça du tout, je préfère d'abord créer un VNet. Ensuite, vous nommez la machine virtuelle, vous décidez de l'endroit où vous voulez la mettre, dans quelle région, la taille, comprendre le prix, c'est que vous payez à l'avance, payez au mois, et comment ça se passe, parce que c'est important. Le stockage, ben ouais, et l'operating system. Dans le prix de la VM, vous avez le prix de l'operating system dedans, évidemment. Vous ne payez pas la licence Windows, elle est comprise dans le prix. Les locations, chaque location propose des machines virtuelles de taille différente. C'est-à-dire que la France, ou l'Inde, ou le Japon va proposer peut-être des machines différentes au niveau de taille. En général, vous utilisez les machines virtuelles les plus proches de vos utilisateurs et pour des questions de compliance ou de légal, hein, compliance, département légal, il faut par exemple que ma machine supporte tel niveau de compliance et soit dans tel pays, par exemple. L'HDS pour HDS, qui est le compliance pour les hôpitaux. Les hôpitaux maintenant sont HDS, donc Azure et HDS Ready, ce qui permet maintenant aux hôpitaux, aux cliniques de mettre toutes leurs données sur le cloud. Avant, ce n'était pas possible avec le protocole, avec la compliance HDS. Maintenant, les hôpitaux et les cliniques peuvent mettre leurs données sur le cloud. Le prix, n'oubliez pas que quand vous démarrez une VM, vous êtes facturé à la minute près. Mais quand vous arrêtez la VM, la facturation continue pour le stockage de la VM, évidemment. Ça paraît logique, hein. C'est pas parce que vous arrêtez une VM que vous n'êtes plus facturé. Vous êtes plus facturé au CPU, mais vous êtes facturé, il faut bien la stocker quelque part. Donc évidemment que le storage, ça va être partie du coup. Bon, alors là, je ne vais pas rentrer là-dedans parce que, enfin, juste que je vous explique d'une façon générale. C'est toujours le même principe. C'est comme VMware. C'est-à-dire, est-ce que vous voulez mettre une grosse base de données, vous voulez mettre du big data, est-ce que vous voulez faire du machine learning, intelligence artificielle? Dans ce cas-là, évidemment, on va utiliser plutôt du LS2. Est-ce que vous, c'est plutôt un système où vous voulez faire du vidéo editing, des systèmes de modèles, machine learning, deep dive, vous voulez faire de la prédiction météo, faire du machine learning par rapport à tout ce qui est finance, machine learning pour prédire, je sais pas, les délais, par exemple, dans une compagnie aérienne qui doit prévoir les délais qu'il va y avoir et qui va essayer de prédire les délais qu'il y aura l'année prochaine. Ça peut être une boîte, ça peut être un machine learning qui va détecter les fraudes. Ça peut être une machine learning pour de l'AI, pour du clustering, pour trouver, par exemple, un nouveau vaccin contre le Covid. S'il n'y avait pas de AI de machine learning, à mon avis, on n'aurait pas aujourd'hui de vaccin contre le Covid. Ça accélère le temps.
Les GPU, ce sont des cartes graphiques qui sont sur les serveurs, du Telsa ou du Radeon, etc. Tout. Et puis ici, vous avez des grosses machines HPC. Donc là, c'est des hyper grosses machines avec du RDMA, c'est-à-dire connexion directe de la machine virtuelle vers la carte réseau physique du serveur, qu'on appelle du RDMA. Donc là, c'est évidemment, c'est les machines les plus puissantes qui existent chez Azure. Si vous voulez par contre plutôt du big data, du SQL, on prendra plutôt du LSV2 puisque c'est plus pour du big data. Le CPU, c'est évidemment pour des memory analytiques, memory c'est pour tout ce qui est par exemple base de données all-in memory. Et là pour du CPU, tout ce qui est traffic web server, network appliance, batch process, application server. De toute façon, je vais vous dire un truc. C'est très simple. Que ce que vous faisiez avant quand vous aviez VMware par exemple. Avec VMware, quand vous avez besoin d'une machine, que ce que vous allez mettre dans la machine virtuelle. Ben, je sais pas, moi je veux mettre un SQL, un Oracle, un domaine controller, un Exchange, un filer, une application graphique. Ben voilà, vous allez contacter le mec qui gère VMware et vous allez dire bah tiens, il me faut une machine avec 10 vCPU. Il va dire bah attends, pourquoi 10 vCPU Ah puis il me faut une machine qui tourne sur un SSD ou un NVMe ou du Ultra SSD. Le mec il va dire ok mais excuse-moi, ça coûte cher, est-ce que ta machine elle peut pas tourner sur un SSD normal ou sur un disque mécanique? Ben voilà, c'est la même chose, c'est simplement savoir par rapport aux familles, et surtout vous demandez à l'éditeur. Si demain vous voulez virtualiser de l'Oracle ou virtualiser de faire des machine learning, bon ben voilà, Oracle va vous conseiller le type de machine. Franchement, vous ne pouvez pas choisir comme ça. Il y a tellement de choix, il y a un choix énorme de machines virtuelles que c'est une question de l'éditeur, qu'est-ce qu'il va vous proposer et qu'est-ce que vous pensez la meilleure chose. Toute une question de prix et de différentes tailles de machines virtuelles. Très important, au niveau des disques. Quand vous créez une machine virtuelle, vous avez en général trois types de disques. Vous avez d'abord ce qu'on appelle les systèmes disques, C2 points ou SDA ou SDB en Linux. C2 points pour le disque persistant. Vous avez ensuite ce qu'on appelle un D2 points, c'est un disque éphémère. Le disque éphémère peut supporter des reboots, mais si vous arrêtez une machine et que vous la redémarrez, vous perdez tout ce qu'il y a sur le disque éphémère. C'est un disque utilisé surtout pour du swap. Donc attention, c'est un disque ultra rapide, mais si vous mettez des données dessus, vous pouvez les perdre. Et puis en général, vous ajoutez des data disks, SCSI Drive. Ça, c'est des disques de données, donc vous pouvez avoir jusqu'à 3 disques. C et D, vous n'avez pas le choix, c'est du obligatoire. Et par exemple, avoir plusieurs disques, E, F2 points, G2 points, ça c'est pour vos données. Mais ça, c'est la même chose. Si vous savez ce que c'est, si vous avez déjà créé des machines virtuelles, vous savez de quoi je parle, évidemment. Ça n'a pas changé. Après, vous avez au niveau du stockage, vous avez évidemment du Ultra SSD, vous avez plusieurs types de... Vous avez du Premium, vous avez du Ultra SSD, vous avez... Il faut savoir qu'une VM peut aller jusqu'à 256 Tera au niveau de la taille d'une VM, 256 Tera au niveau de la taille d'un disque. Donc là, c'est typiquement... On utilise principalement du management disk. Management disk, c'est Azure qui s'occupe des disques, qui s'occupe de tout. Le unmanagement disk est terminé, ça on n'utilise plus. Donc c'est aujourd'hui disque managé, c'est Azure qui s'occupe de tout derrière, donc vous n'allez pas vous emmerder à gérer toute la partie stockage. Au niveau des OS, bon franchement, là vous avez vu, vous avez compris les différents OS qui existent, donc je rentre pas là-dedans. Il existe voilà quand même beaucoup de choix au niveau Linux et Windows. La connexion dans une machine virtuelle se fait soit en RDP, donc je passe tout ça parce que je pense que c'est clair pour vous, soit en SSH, soit en bastion. Un bastion, c'est la possibilité de se connecter à travers un bastion subnet. Ça veut dire que ici, vous n'ouvrez, évidemment, vous n'ouvrez pas tout ce qui est... donc, ils ne sont pas exposés. Et si vous voulez vous connecter en RDP ou en SSH là-dessus, vous passez par ce bastion subnet. D'accord? Donc, ça veut dire que vous passez par le bastion subnet et à travers le navigateur, vous vous connectez sur, évidemment, le SSH ou le RDP de ces machines virtuelles. Donc, c'est pour protéger l'accès à vos machines virtuelles. Bon, ça, on a vu les différents steps, créer une machine virtuelle, les disques. On va essayer de voir un peu plus de détails sur là-dessus. Donc ici, vous avez vos machines virtuelles. Ouais, vas-y. Imposé, 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 ouais. Ouais, ouais, imposé.
En général, pour se connecter à une machine virtuelle, on utilise 2 RDP, par exemple, pour du Windows. WinRM, c'est pour pouvoir évidemment lancer des scripts par PowerShell, hein. Ça ouvre le port 5985 ou 86 si c'est du sécurisé. Et ça permet effectivement de lancer à travers le portail, là, lancer des scripts PowerShell. Au moment où je crée ma machine virtuelle, je peux lancer un script PowerShell qui va aller installer des composants sur ma machine en PowerShell. Euh, je passe assez rapidement parce que je pense que, à moins que vous m'arrêtez hein, si vous avez des questions, mais ça, je pense qu'on a passé assez de temps dessus. Je préfère vous donner plutôt des petites choses en plus, mais Linux, vous avez vu les différents types de machines Linux. Les machines Linux, c'est principalement du Red Hat, du CentOS, du Debian, enfin bon, voilà, après c'est assez classique, hein, les machines que vous pouvez avoir. On vous conseille évidemment d'utiliser pour connecter Linux une private key que vous gardez sur votre poste et surtout vous la gardez dans un endroit sécurisé et la public key dans la machine virtuelle. Voilà, hein, j'ai scopé surtout sur du Windows pendant notre formation. Autant il y a d'autres formations, on fait beaucoup Linux, mais là c'est principalement du Windows. Alors, avant de vous faire une petite démo, vous allez voir c'est assez rapide, on va quand même parler de la partie Ability. Alors ça, c'est des choses qu'on voit dans le cours AZ900. Parlons de la première chose, c'est ce qu'on appelle du unplanned hardware maintenance. C'est que Azure va prédire une failure. Je sais pas, il va prédire qu'il y a une carte réseau qui est tombée. Mais il y en a une deuxième. Il va prédire qu'un disque est tombé dans un RAID 5. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il va faire? Il ne va pas prendre le risque. Azure va live migrer votre VM. Ça veut dire qu'il va aller se connecter sur un deuxième serveur. Vous avez une VM qui tourne là, et à chaud, paf, elle va être déplacée parce que Azure prédit, ce qui est normal. C'est un peu comme VMware. Vous savez que VMware, vous avez des solutions qui, s'il y a un problème sur du matériel, vous allez pouvoir lui dire de faire du live migration, ce qu'on appelle du vMotion sous VMware. Maintenant, mauvais plan, ben voilà, ça peut arriver. Alors là, il y a une panne sèche, c'est-à-dire que là, c'est un gros problème, c'est-à-dire, je sais pas moi, un network, un disque physique, un rack. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il va faire? La machine va être redémarrée sur un autre serveur. Normal, hein. C'est pas magique, hein. C'est comme VMware, hein. VMware, tu as 2 serveurs physiques. Si ce serveur pète complètement, les machines sont redémarrées, hein. Il ne fait pas plus que ce qu'il fait en premise, hein. Vous attendez pas à plus, hein. La seule chose qui est intéressante, c'est le Site Recovery Manager qu'on verra demain. Et une planète maintenance, ben, c'est quand périodiquement Microsoft va mettre à jour leur plateforme Azure pour augmenter de la performance, sécurité, etc. Tout. Et puis ben, les updates vont être envoyés sans impact sur toutes vos VM en même temps. Ça veut dire que si vous avez par exemple, je sais pas moi, 4 VM, il va s'occuper de la première VM. Donc imaginons les VM tournent sur un rack. Okay, donc il faut avoir au moins plus d'une VM, hein, sinon évidemment il y a un problème. Il va s'occuper de cette VM là. Hop, quand il a fini, il va s'occuper de, je sais pas, de la deuxième VM, la troisième VM, etc. Donc ça n'a pas d'impact, sauf si vous n'avez qu'une seule VM, hein. Bon, si vous n'avez qu'une seule VM et que périodiquement il update et qu'il doit redémarrer des serveurs, bon là évidemment c'est logique, mais c'est normal, hein, c'est comme tout, hein. C'est pour ça que le load balancer est intéressant, parce que si vous avez 2 VM, et ben voilà, donc là maintenant il n'y aura pas d'impact, parce que quand je dis qu'il n'y a pas d'impact, ben non, parce que c'est Microsoft qui va mettre à jour et qui va faire en sorte qu'il n'y aura pas d'impact. Comment il fait pour ça? Grâce au ABT 7. Et surtout grâce à ce qu'on appelle au update domaine. Qui se souvient, dans la Z900, quelle est la différence entre les full domain et update domaine? Qui peut m'en parler? Alors, oui, c'est le SLA, mais que fait le full domain, par exemple? C'est quoi le but? Quel est qu'est-ce qui va se passer techniquement derrière? Je suis d'accord que c'est le SLA, hein, t'as raison, je suis tout à fait d'accord, mais le full domain, c'est quoi le but du full domain?
Alors, c'est pas mal. Alors, pour une question, voilà, c'est ça, hein, puisque c'est exactement ce que tu as dit. Hein, toi, share command set of hardware, c'est exactement ce que tu dis. L'avantage du fault domain, c'est qu'on te demande de placer tes VM au moins sur 2 fault domains. C'est quoi des fault domains? Ce sont des racks. Ça veut dire que c'est simple, hein, c'est-à-dire que derrière, tu as des racks. Okay, tu as rack 1 et rack 2. Si tu dis 2 fault domains, 2 fault domains, ça veut dire que quand tu vas créer un IBT7, c'est à toi de le faire, hein, attention, Microsoft va pas le faire à ta place, hein, c'est à toi de créer un IBT7. Hein. On est bien d'accord, hein. C'est pas Microsoft qui va le faire à ta place. C'est que tu veux augmenter le nombre de SLA, donc tu vas demander, quand tu crées un IBT7, avec 2 VM, il va placer la première VM sur un premier rack et la deuxième VM sur un deuxième rack. Ben oui, c'est logique, parce que si tu as un problème sur ce rack-là, je sais pas, il y a un souci technique, tu vois, pas il pète, eh bien on voit qu'il n'y a pas d'impact parce que la deuxième VM est là. On va pas s'amuser à mettre la deuxième VM ici, parce que si tu mets la deuxième VM là, sans IBT7, tu peux te retrouver avec ce scénario-là. C'est-à-dire tu peux trouver qu'un scénario où tu as un rack qui pète et tu n'as plus de machine disponible. Donc on va demander à Microsoft, écoute, place-moi un TVM. On peut avoir aussi un troisième, hein, un BT7. Hein. Avoir un troisième rack, quatrième rack, etc. Tout. Hein. Je peux très bien avoir 4 machines virtuelles, une machine virtuelle sur un premier rack, rack 3 et rack 4, et je peux avoir 4 machines virtuelles qui tournent à chaque fois sur des racks différents, appartenant au même IBT7. Hein. Donc ça, c'est vraiment pour une question de panne. L'update domain, lui, c'est il va faire du incrementation et rolling upgrade. C'est-à-dire qu'évidemment, pendant une maintenance, vous vous souvenez, hein, je vous avais dit, pendant une maintenance, c'est-à-dire que Microsoft va maintenir, donc il va faire attention à vos VM. Eh bien, il va les rebooter par séquence. Il va commencer par la première, puis la deuxième, puis la troisième. Donc, il n'y aura aucun impact sur vos VM. Tant que vous avez au moins 2 VM. Logique. Le best practice également, c'est de créer 2 IBT7, par exemple, un pour du SQL et un pour du web. Comme ça, on a bien les deux séparés. Et pareil, si une machine tombe, l'autre prend le relais. Alors, on peut faire de l'actif passif, on peut faire du cluster, etc. On peut faire plein de choses. En fin de compte, c'est ça simplement. C'est augmenter le SLA, évidemment, et pouvoir régler un problème qu'on peut avoir sur notre infra. Donc, on arrive toujours pareil à des notions de la Z900, c'est la IBT Zone. Qu'est-ce que c'est qu'une IBT Zone? Une IBT Zone, ça t'apporte la haute dispo pour protéger tes données dans un data center. Dans le cas où tu as 3 data centers. Vous savez que vous avez des régions où il y a un seul data center, donc une seule AZ. Ça veut dire que vous avez une seule AZ. Alors attention, il y a plein de racks, il y a du storage dans tous les sens, hein, donc avant que ça pète, il y a un problème. Mais le problème, c'est que si, dans une région où il y a un seul data center, s'il pète, vous perdez tout. À part si vous avez mis une région secondaire, si vous avez utilisé du Site Recovery Manager, enfin il y a plein de solutions évidemment. On verra dans la partie Data Protection, hein, demain, cette partie-là. Donc vous avez ici la IBT Zone, mais dans certaines régions, vous avez, donc chaque IBT Zone A est indépendant au niveau power, cooling, networking. Ça protège contre un data center qui tombe, et ça permet d'aller jusqu'au 9999. Alors que le IBT7, c'est 9995. Donc évidemment, disons, des différences d'Azure par rapport à AWS et CGP, c'est que Azure a un souci et qu'ils sont en train de régler, c'est qu'il y a certaines régions où il y a un seul data center. Et ça, AWS et GCP, vous n'avez pas ce problème-là. Pourquoi? Parce que Amazon a peut-être moins de data centers dans le monde, mais chaque région a 3 data centers reliés avec de la fibre. Pas Azure. Azure, il y a très peu de régions où il y a 3 data centers. Il y en a très peu. Hein. France centrale, États-Unis, je ne sais pas d'où, mais vous pouvez le voir sur la carte. Donc ça, c'est ce qui fait qu'il y a des boîtes qui utilisent plutôt Web AWS ou GCP à cause de ce problème que certaines régions ne sont équipées que d'un seul data center.
pour moi, ça c'est un souci que Azure a aujourd'hui, même si un data center ne pète pas du jour au lendemain comme ça. Donc ils sont en train en ce moment de s'aligner et de faire en sorte que bientôt toutes les régions aient 3 data centers. Quand je dis bientôt, il faut quand même le construire, hein. Qui peut me dire la différence entre du scale-up et du scale-down? Que veut dire vertical scaling par rapport à horizontal scaling? Qui peut m'expliquer la notion de scaling? Je vous écoute. Exact. C'est exactement ça. En général, le scale-up, on préfère pas. Ça dépend des situations, hein. C'est-à-dire qu'on a une machine virtuelle et puis on voit qu'il y a de plus en plus de transactions. Donc qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on faisait avant ou qu'est-ce qu'on faisait on-premise? Eh bien, on allait augmenter la puissance de la machine en rajoutant des CPU, de la RAM. Why not, hein? C'est pas un souci, hein, on peut faire ça. Donc on rajoute. On appelle ça évidemment. Le scale-out ou scaling, c'est un process où on a une machine de base et automatiquement Azure va créer des machines à votre place. Donc évidemment, il prend une machine, ce qu'on appelle un master, c'est-à-dire qu'une machine de référence, hein, sur lequel il a déjà installé tout, et il va prendre cette machine-là et il va faire du scale set, c'est-à-dire qu'il va aller prendre ces machines et il va augmenter le nombre de machines jusqu'à 1000 machines virtuelles. Mais il faut faire la demande. Et si vous uploadez une de vos machines, c'est 100 maximum. C'est déjà énorme. Imaginez 1000 machines virtuelles qui tournent. Derrière, il faut un load balancer. On est bien d'accord, hein, sinon il n'y a aucun intérêt. Et tout est automatisé. Donc ça veut dire que si à un moment donné, je sais pas, j'arrive à... je vois que mes machines, elles ont un CPU qui monte au-dessus de 80%. Dans ce cas-là, je lui dis, rajoute-moi 2 VM, par exemple. Et si elle descend en dessous de 25%, je lui dis, supprime-moi les VM. Donc vous supprimez, donc vous avez, comme vous avez des coûts, et évidemment des workloads sur le data center. Donc ça fait partie, évidemment. Alors, le app service, il y a plein de services qui le font. App service, c'est pour un site web. Et pour du SQL, on appelle ça du Elastic IP. SQL, c'est élastique. Élastique, c'est une autre notion. SQL, on parle d'élastique. App service et machine virtuelle, on parle de scaling. Donc, c'est des termes différents, mais qui veulent dire la même chose. Voilà, le scale set, c'est ça. Un scale set, c'est les machines sont ajoutées à la demande ou sont enlevées à la demande. Ça peut être fait d'une façon manuelle, automatique ou la combinaison des deux. Automatiquement, ça peut être aussi par rapport à un timing. Le Black Friday, des moments où il y a beaucoup de commandes, sur mes sites, je vais augmenter la puissance derrière pour répondre et pour que mes clients qui commandent des objets sur un site e-commerce, évidemment, n'aient pas de problème de perf, et que je ne perds pas des clients. Je peux aller jusqu'à 1000, hein, on vient de le voir, et les spots instants sont très très intéressants là-dedans, et forcément. Spot instant, c'est la capacité qui n'est pas utilisée. Dans ce cas-là, vous avez un discount qui va jusqu'à 95% de remise. Et si vous voulez aller au-dessus de 100 machines virtuelles, il faut faire la demande. C'est-à-dire qu'il faut lui faire, OK, j'ai besoin d'aller au-dessus de 100, donc je fais yes ici. Voilà. C'est juste une option derrière. Donc l'autoscale, c'est ça, hein, donc selon les besoins, eh bien je vais ajouter évidemment de la puissance derrière. Donc ici, je vais pouvoir définir un minimum, un maximum, le nombre de machines que j'ai besoin, ici, et je vais pouvoir déterminer ici en faisant du scale out ou du scaling. Donc scale out, c'est j'ajoute, scaling, j'enlève, decrease, increase. Au départ, je peux lui dire que j'ai, je sais pas moi, 10 VM. Si, donc je lui dis le nombre de VM que j'ai besoin au départ, 2, je sais que je peux aller jusqu'à maximum 10. Voilà. Et j'ai mes règles ici qui me dit le nombre de VM ajouté si le CPU monte ou s'il descend. Ou alors je fais une règle par rapport à des moments de l'année, par rapport à des mois, des jours, etc. Tout, voilà, tout simplement. Donc, qu'est-ce que ça donne? On va essayer de voir un petit peu comment est-ce qu'on peut le faire, tout ça, l'autoscaling. Donc, je vais vous montrer un petit peu où ça se fait.
Donc, j'ai besoin de faire du scaling. Dans ce cas-là, je vais taper scale set. Scale. Machine scale set. Vous voyez, on voit bien qu'il y a plusieurs petites icônes ici derrière. Je vais dans un scale set. Pour du site web, c'est encore autre chose. Hein. Site web, c'est de l'app service. Hein. App service, c'est encore un autre moyen. Hein. On peut faire aussi du scaling pour un site web d'e-commerce. Là, je parle de machine virtuelle. Si j'ai besoin d'héberger un site e-commerce, je ne vais sûrement pas créer une machine virtuelle. Je vais aller dans App Service et je vais utiliser un plan avec du scaling. Hein, toujours pareil, est-ce que c'est logique pour vous de créer des machines virtuelles dans lesquelles vous allez mettre le code, l'environnement, etc. de dev? Franchement, prenez pas la tête, faites plutôt du PaaS que du IaaS hein, pour du App Service. Mais enfin bon, voilà. Donc ici, on voit qu'on on va pouvoir prendre une machine de base. Alors le principe est le suivant, c'est qu'il faut un master, c'est-à-dire une machine de base sur laquelle tout est installé, évidemment. Donc il y a plein de choix. Alors là, il y a pas mal de choses à faire là-dedans. Donc déjà, on va créer un ressource group. On va l'appeler RG scale démo. Alors je vais pas mettre en France parce que je crois que j'ai plus du tout. On va mettre en UK ici ou peut-être on va mettre peut-être un autre pays parce que ouais, West Europe. Et là, on va l'appeler scale 7. Démo. Là, c'est pour Linux uniquement, parce que Windows, on va mettre comme ça, comme ça, il est content. Ici, c'est Linux, c'est pour ça qu'il me dit ça. Donc là, on va imaginer que je veux, allez hop, du Windows 2019. Ouais, why not? En général, on préfère Linux, mais enfin, on va mettre Ubuntu, tiens. Et là, j'ai Spot Instance. Hein. D'accord? Donc évidemment, très intéressant. Le Spot Instance, je vous le recommande dans ce scale set, évidemment. Hein, parce que il va permettre vraiment d'avoir une économie énorme. Ici, sinon, je ne fais pas de spot instant, j'ai la taille de ma machine virtuelle. Donc il me dit, tu prends cette machine-là, Ubuntu. Et ici, je vais juste faire du password. Tac. Donc ça veut dire que toutes mes machines virtuelles auront le même login. Hein. Puisque, évidemment, c'est la machine de base hein, qui est créée. Ok, donc là, j'ai bien mis ma machine. Donc il va prendre cette machine-là, Ubuntu. Donc vous voyez, c'est vraiment ma machine de base. Next disk. Je choisis le disque que je veux pour toutes mes machines. Donc là, on va prendre, par exemple, on va mettre du standard AGD. Salut Timothée. Ça va? Ah ouais, bon, ok. Ah mince, bon, j'enregistre, hein, t'inquiète pas. J'upload tout ça, mais... Voilà, standard. Donc franchement, standard, c'est du disque, évidemment, mécanique. Donc attention à ça. Mais bon, on s'en fout. Networking. Donc, ici, je vais... vous voyez, je peux prendre ici mon default. Hein, alors, évidemment, à créer avant. Hein. Donc ici, là c'est bon. Create network interface. Et là, je peux créer un load balancer. De type niveau 3, niveau 7. Donc je prends que lequel. Évidemment, je ne prends pas celui-ci. J'aurais pu prendre celui-ci si je veux. Hein. Mais là, on va prendre un load balancer ici, pour gros trafic ici. Hein. Mais j'aurais pu prendre du application gateway si je veux. Donc là, on va prendre le Azure Load Balancer. Il va me créer un nom par défaut. Il va automatiquement créer toutes mes VM dans le backend pool. Parce que c'est lui qui va créer les VM selon une règle que je vais mettre scaling. Voilà, la règle, elle est là. Donc c'est là où je vais devoir faire mes règles. J'ai besoin au départ de 10 machines virtuelles. Est-ce que je fais manuellement? Non, surtout pas. J'ai envie de faire un système custom qui va me dire, ok, j'ai 10 machines virtuelles, maximum 1 10. Si mon CPU pendant 10 minutes c'est énorme, hein, on va mettre 3 minutes, c'est 5 minutes, bon, 5, c'est pas grave. J'augmente par 2 ou par 3, donc là j'ajoute une machine virtuelle. Si par contre il baisse en dessous de 25, j'en enlève une. Je peux faire des policies beaucoup plus améliorées avec du temps dans l'année, etc. Tout par rapport à des Black Friday, des moments de l'année où je sais que j'aurai énormément de demandes. Et là, j'ai mon management, upgrade mode. Vous voyez, donc comment j'upgrade mes machines. Ça, c'est très intéressant. Est-ce que j'upgrade de façon random?
Est-ce que j'ai pas? Enfin, il y a plusieurs moyens. Là, c'est du boot agnostique, je m'en fous. Là, l'Azure AD, Over Provisioning, Automatic OS Update, très intéressant avec l'Update Manager hein, on en parlait ce matin. Next Health, état de santé. Sur mes machines actuellement Windows, je voudrais activer l'état de santé. Alors évidemment, je n'ai pas actuellement installé d'hébergement. Donc je vais installer 2IS sur mes machines après. Donc là, j'ai le Balancer Probe application. Donc là, je peux lui dire HTTP. Je peux aller lui dire d'aller rechercher, je sais pas, un fichier qui s'appelle index ou je sais pas, un truc qui s'appelle maintenance.html. Et il est capable de voir si ce fichier existe. Si le fichier n'existe pas, eh bien, évidemment, la machine sera enlevée de mon pool. Très intéressant parce que si, à un moment donné, je dois mettre à jour une machine virtuelle, je demande au développeur de supprimer le fichier maintenance ou de renommer en mettant HTML2. Lui, il va voir qu'il n'y a pas HTML2. Du coup, intelligemment, tu vas pouvoir t'occuper de ton serveur, le mettre à jour, et après, tu renommes l'HTML2 en HTML, et du coup, il va rebalancer la sauce sur les serveurs. Bon, ça, c'est un petit truc qu'un client avait trouvé un jour, donc je vous le partage. Bon. Je rentre pas dans tous les détails, il y a plein de petits détails partout, tous ces petits détails que vous voyez en bas, mais bon, de façon générale, hein, voilà. Ensuite, avancer. Ici, très important, j'ai si je vais aller au-dessus de 100, vous voyez, je clique, sinon 100, et là, je vais me lancer un script PowerShell pour installer 2IS. Ça, c'est important de le faire, sachant que dans ma machine de base, j'aurai toutes les informations qui vont bien. Je peux le configurer en disant où se trouve la source. La source devra se trouver sur un file storage. Vous savez qu'un file storage permet à plusieurs VM de se connecter au file en même temps. Vous savez, je vous avais dit l'avantage d'un file, c'est ça. Et là, je voudrais installer PowerShell. Pardon, je voudrais installer 2IS. Donc, pour installer 2IS, il me faut la commande pour installer un web server. Donc, je vais aller récupérer ma commande. Et la voilà. Alors, attends, pas là, je crois que j'ai changé de place. Voilà. Donc, je vais changer, je vais mettre un petit titre en disant, par exemple, welcome, e-commerce website. Je sais pas, la vente, par exemple, tiens, agence de voyage, par exemple. Ah merde, j'ai pris. Oh putain, fais chier. Ah ben faut que j'installe sur mon Ubuntu, par exemple, NGX, par exemple, ou HTTPD. Ouais, t'as raison. Hey, tu suis, hein? Ah putain, la connerie. Bon, bah alors, faut que j'installe sur mon Ubuntu un HTTPD, par exemple, hein? Ok? Tu connais Unicorn par cœur ou pas? Bah, c'est pas grave, on va le trouver, hein. Voilà, je l'ai en plus, tu vois, directement là. HTTPD qui est une solution pareil, hébergement, site, etc. Tout. Euh, c'est sur du Ubuntu, alors faut faire gaffe hein, parce que les langages sont différents, hein. Voilà, impeccable. Alors, moi c'est bon, ça devrait fonctionner. Je vais quand même aller vérifier parce que je pense que mieux c'est bon, de mémoire c'est bon. Voilà, donc là il va installer en mode route, il va installer HTTP, il va le labeler et ça c'est pour que à chaque fois que je redémarre ma machine Linux, c'est pour qu'il démarre le service automatiquement parce qu'évidemment il vaut mieux sinon le service ne sera pas démarré. Donc je vais mettre ça dedans. Ça devrait être bon, hein. Next. Bon, j'ai pas mis bienvenue, etc. Tout. Et là, donc il va me faire plein de choses. Il va me créer mes machines virtuelles, il va me créer un load balancer, il va m'installer HTTPD. J'ai oublié de mettre un truc. Hop, tac. Je vais quand même vérifier, ça se trouve c'est un problème de CPU. 20. Oui, alors c'est pas grave, je vais
Je crois que j'ai mis un peu trop, je crois que j'ai eu 10, je suis au mode formation, alors... euh, Merde, il me l'a pas trouvé ce con, c'est normal. Je vais le faire rapide. Voilà, c'est mieux. Ok, je pense que c'est bon maintenant. Voilà. Parfois, vous voyez un petit problème de rafraîchissement. Ok, donc là, il me fait la totale, là. Hein. Ensuite, donc il va, normalement, si ma ligne de commande a fonctionné correctement, je pense que c'est bon. Mes health devraient être bons. Et puis, si je me connecte sur l'adresse IP de mon load balancer, je devrais avoir mon site qui répond. Bon, évidemment, AppService, franchement, utilisez l'AppService pour ça. Hein. Là, c'est un exemple un peu bateau, mais au moins, l'avantage, c'est qu'on va voir qu'il est en train de créer, évidemment, toute l'infra derrière. Ok, donc là, je vois qu'il est en train de me créer tout ça. Je peux aller directement dans mon scale démo. Je devrais avoir bientôt mes services qui arrivent ici sur mon RG. Donc voilà, ça commence. Donc qu'est-ce que je vois? Je vois déjà mon scale set. Mon scale set, il faut savoir que c'est là que vous voyez vos machines virtuelles. Vous ne les verrez pas là, vos machines virtuelles. Hein. Donc il faut aller là-dedans. Et quand on parle de scale set, on parle d'instances et non pas de machines virtuelles. Hein. Donc là, ici, dans mon scale set, vous verrez des instances. Instances, c'est des machines virtuelles. Hein. Sauf qu'on parle d'instances. Bon, c'est juste pour du load balancing. Scale set. Et là, je vois qu'il est en train de... Alors là, évidemment, Runfly, parce qu'il est en train d'installer, donc forcément, le 80 ne répond pas. Hein. Ok, donc après, je peux aller sur une des machines virtuelles. Vous voyez là? Et là, je peux me connecter dessus, etc. Tout. Enfin bon, je peux faire un connect, je peux me connecter sur cette machine-là, par exemple, si je veux. Et là, je vois le CPU, où il en est, etc. Tout. Donc, vous voyez que là, vous ne verrez pas deux machines virtuelles, hein, à part. Ici, j'ai ensuite mon load balancer. C'est là l'adresse IP que je vais utiliser. Hein. Donc, oui, il a déjà fini. Hein. On va faire un petit refresh quand même. Tac. Voilà, load balancer. Et là, je verrai l'adresse IP de mon load balancer qui apparaît là à droite avec mon nom DNS IP. Donc là, je vois mon adresse IP ici. Je vois quoi? Je vois mes backend pools. Donc, c'est toutes mes machines virtuelles qui vont apparaître là. Et je vois que j'en ai ici running. Et 3, mais potentiellement, après, il va en arrêter forcément. Elfprobe ici, c'est le probe. Et le plus important, c'est mes NAT rules. Pourquoi NAT? Parce que si j'ai besoin en SSH de me connecter sur la machine 2, vu qu'en entrée, j'ai qu'une seule adresse IP, j'ai un souci. C'est-à-dire que si je veux lancer un PuTTY sur la troisième machine virtuelle, il faut que, évidemment, je lui donne le nom du port. En écoute, chaque machine aura un port différent, forcément. Sinon, je ne vois pas comment je peux faire un SSH pour me connecter sur cette machine virtuelle, sur cette IP, et aller sur cette machine virtuelle-là. Donc, il vous crée automatiquement des règles NAT ici. Okay. Alors, est-ce que ma commande a fonctionné? Je l'ai fait vraiment très rapidement, donc j'aurais dû quand même virer. Je pense que oui, mais je crois que je confonds avec une machine Amazon AWS sur un Fedora. Et à mon avis, tu vois, je suis un. Putain, c'est bête parce que si ça se trouve, j'ai Ubuntu, je l'ai la commande. Ah non, c'est un tag. Je pense que ça n'a pas fonctionné.
Parce que j'ai pas pris les Yum, ça dépend des. Tu vois. J'aurais dû faire install. Attends, je vais quand même aller vérifier, hein, juste pour quand même qu'on. Je vais quand même taper ici. Je pense que c'est ça. Alors c'est pas grave, hein, je peux le relancer la commande, même si les machines sont en vie, hein. On va faire script install httpd Ubuntu. Je pense que c'est ça, hein. On va quand même mettre Ubuntu comme ça. Voilà. On va juste voir, hein. Ça c'est intéressant, vous voyez, il installe MySQL, tout ça. C'est super intéressant sur GitHub, vous retrouverez tout, hein, évidemment, un ensemble de scripts déjà tout fait. Donc j'utilise évidemment le GitHub pour ça. Et là, je devrais avoir ma commande ici pour installer, vous voyez, un sudo app, vous voyez, rien à voir. Ça n'a pas fonctionné, c'est sûr. C'est du apt-get, hein. C'est pas du yum, hein. Donc ça n'a pas fonctionné. Donc il faudrait que j'aille prendre tout ça, que je prenne ça, sudo, echo, ben, je m'en fous de l'echo, hein. Le problème c'est que là c'est un script, donc l'echo je verrai jamais tout ça. Donc il faudrait que je prenne. Là par exemple il installe un MySQL, il installe un PHP admin, vous voyez. Par exemple pour du WordPress par exemple, tu vois, là, il fait sudo service. Voilà, il est impeccable ce script là, hein. C'est exactement ce qu'il me faut. Donc on va le prendre ce script là, mais on va enlever tout ce qui est echo parce que je vais rien voir, hein. Du coup, le problème, c'est qu'actuellement, il n'a pas installé ça. Parce que comment je le vois? Parce que on va quand même aller jusqu'au bout, parce que ça se trouve, ça va fonctionner, mais ça m'étonnerait, hein, parce que je suis pas Elfly. Mais on va quand même aller voir, hein, on va se connecter sur l'adresse IP publique. Et là, à mon avis, j'aurai aucune réponse, hein. Alors attends, on va faire deux choses différentes. Je vais aller lancer un notepad. Tac. Et je vais aller sur mon. Vous me suivez? Est-ce que vous comprenez ce que je fais? À peu près? Ok. Donc là, ouais, il y a bien plein de notions, hein. Franchement, c'est. Voilà. Mais là, je pense pas que ça fonctionne, hein. Vous voyez, non, il n'y a rien. Ok. Donc là, du coup, je vais aller dans mes instances et je vais aller lui balancer un nouveau script. Ouais, parce qu'elles sont en vie, mais j'ai besoin maintenant d'aller dans l'extension. Là, et dans l'extension, je vais aller créer une nouvelle extension et je vais ajouter une extension. Ici, New Resource. Et je vais lui lancer celle-ci. Net Custom Script for Linux, vous voyez. Alors, je peux installer plein de choses, hein, dans la machine virtuelle en plus, hein. On est bien d'accord, hein, oui, c'est celui-ci, hein. Custom Script. Ah, il va me demander ce con create. Je sais ce qu'il va me demander. Il va me demander un blob, un file share pour mettre mon. Vous voyez là? Donc, faut que j'aille dans Browse. Ah, c'est bon, non, c'est bon. Ah, ouais, storage à compte, vous voyez, le storage à compte. Ah, putain, merde, j'ai pas de storage à compte. Bon, attendez, je vais en créer un rapidement. Je vais l'appeler storage. Parce que c'est là où vous mettez tous vos storage scripts, par exemple. Euh, Alors ça, LRS, hein, je m'en fous, hein. LRS, hein. Franchement, là, je vais plutôt prendre du V2 parce que le V1, il est en fin de vie. Ouais, ok. Donc du coup, j'ai en profité pour prendre mon script et virer tout ce qui est écho. Et en plus, il va m'installer du MySQL. C'est pas mal, ça. Vous voyez. Ah, pour WordPress, j'étais sûr que c'était WordPress. J'étais sûr de ça. Quand tu vois MySQL et des petits exemples comme ça, commentaires, je m'en fous. Ça, je m'en fous. Et ça, c'est bon. Bon, je vous conseille de le faire en Notepad++ ou avec Visual Code parce que le Notepad, il n'y a rien de pire pour balancer des caractères qu'on voit pas. Donc déjà, faites pas ce que je fais moi.
Faites un notepad plus ou un truc comme ça. Ok, bon, il y a des trucs qui vont pas là. Ouais, mais en plus, c'est une ligne de commande entière. Bon, ouais, que c'est pas... mais au moins, ils m'auront installé le Apache. Je vais le laisser comme ça. MySQL Server. Ouais, mais c'est bon, c'est la suite. Ok, ok, bon. Bon, je vais balancer comme ça. Hop, c'est vase. Oh, il y a un bateau de croisière qui arrive là, à Malte. Alors. Ça, ça fait moins rêver. Ah, c'est pas vrai. Allez, on le fait là-dedans. Et là, maintenant, du coup, je vais là-dedans. Et là, je crée un conteneur que j'appelle script. Oui, c'est un blob, hein. Donc, je vais l'appeler script conteneur, hein. En private, évidemment, hein. J'ai pas besoin que les gens y accèdent, hein. Voilà. Et là, je vais aller download, je vais aller uploader mon script. Voilà. Puis comme ça, au moins. Alors après, attention, il faudra faire un upgrade. Parce que du coup, le problème, c'est que les VM ne vont pas ne vont pas exécuter mon script tant que je ne veux pas faire un upgrade de mes machines. Un upgrade, ça veut dire lire, hein, tout simplement. Lire. Je sais pas si le texté, normalement, non, il va lire dedans, donc ça devrait être bon. Voilà. Donc tout ça juste pour installer, parce que je l'ai mal fait, quoi. Et voilà. Commande. C'est quoi ça? Ah, c'est un exemple. Ah ouais, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, il faut que j'utilise d'installer mon script. Là, SH, en plus, c'est un script SH. C'est pas bon, ça. Eh ouais, c'est ça. Ok. Ouais, donc à mon avis, c'est pas bon, ça. Bon, allez, je vais juste faire ça. Bon, au moins que au moins que ça fonctionne, quoi. Franchement, j'ai pas pris de temps à réfléchir, hein. Voilà. Le problème, c'est que du coup, il va pas le, enfin, là, il est en train d'installer l'extension. Vous voyez là, custom script. D'accord. Mais le problème, c'est qu'il l'a installé, mais maintenant, il faut que je lui dise de faire un upgrade, pas un upgrade extension, mais non, c'est pas ça. Et maintenant, il faut que je trouve l'option pour mettre à jour toutes mes machines. Non, c'est pas ça. Alors, une option quelque part, il faut la trouver. Une option qui permet de me dire aux machines, ben voilà, maintenant, attends, on va déjà faire discard de ça. Et là, c'est peut-être dans l'instance, hein. Je sais qu'il y a un endroit, ah, c'est upgrade, voilà, upgrade. Vous voyez, upgrade, il faut la trouver celle-ci, hein. Upgrade, ce qu'il va faire, c'est qu'il va aller lire maintenant le fichier, vous voyez, c'est-à-dire qu'il va upgrader par rapport à l'extension. C'est pour ça que vous avez un lab à un moment donné, vous voyez, et là, il va le faire, il va upgrader, et il va lire mon extension. Voilà. Donc là, il va vraiment me dire mon extension. Donc là, on va voir si ça a fonctionné après. Bon.
Donc là, il faut que j'attende qu'il m'installe mon script, etc. Tout. Et là, je devrais avoir donc il est en bonne état de santé. Alors après, peut-être que je peux pas y accéder parce que mon NSG m'en empêche aussi. Hein. Peut-être que là, il y a un NSG ici où le port 80 n'est pas ouvert. Ça serait un peu bête tout ça. Hein. Oh là. Vous avez vu le problème que j'ai là? C'est qu'il a pas. Apparemment, il y a un problème avec mon script, mon custom script. Je vous ai dit, hein, je l'ai fait trop rapidement, bêtement quoi. Mais c'est bien, c'est bien parce que n'empêche qu'il a bien lu et qu'il n'a pas réussi à le faire. Donc ça s'appelle une démo ratée. Mais c'est bien cette erreur-là. Parce que ça montre bien que j'ai pas pris assez de temps, je l'ai fait bêtement, oui, donc, mais en tout cas, normalement, j'aurais dû avoir mon PHP derrière qui s'ouvre. Mais en plus, j'ai un autre souci, c'est qu'effectivement, il faut aussi que j'ouvre mon port 80. Ici, tu vois. Donc je ne l'ai pas ouvert, mon port 80, add 65 000, tu vois. Donc là, j'aurais dû ouvrir mon port 80 en plus. Bon, je pense que vous avez compris. C'est bon ou pas? Hein, sauf que, évidemment, mon script, je l'ai fait n'importe comment. J'aurais dû le tester d'abord dans une machine, tu vois. Enfin bon, voilà, je l'ai fait vraiment à la one again. Et forcément, tu as ce que tu mérites, quoi. Euh, je vais quand même aller me connecter. Évidemment, ça va pas fonctionner, mais je voudrais quand même aller jusqu'au bout. Ça, c'est une curiosité personnelle. Et puis, on va avancer, puisqu'on va parler après tout ce qui est Docker. Et hop. Et évidemment, ça va pas fonctionner, hein, mais voilà, c'est logique. Ça marche. Donc j'ai fini le lab là-dessus sur l'autoscale. Donc on va maintenant finir la dernière partie du cours. Et on va, puisqu'il est pratiquement midi, donc on s'arrête à midi et demi, je vais vous parler. Alors là, ça va être de l'app service, serverless computing. C'est très intéressant comme partie. Elle est assez petite, hein, vous voyez, quelques slides. Et on va parler de Docker. Alors, Docker, franchement, on va survoler. C'est génial, Docker. Hein. On va parler de l'app service parce que vous n'êtes pas développeur, mais n'empêche que l'app service, ça fait partie des serverless. Hein. Qui peut me donner la bonne définition de ce que c'est le serverless computing?